le programme d'urgence de sang, est-ce qu'était-il, M. Caméré, le premier Caméré, est-ce qu'il était superviseur du programme d'urgence de 100 jours? La réponse à cette question conforte ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il en était superviseur et à ce titre-là, il pouvait suivre. Nous connaissons le rôle d'un superviseur. Superviseur de 100 jours. Est-ce que ce programme a abouti par rapport, n'est-ce pas, au fond des questions? Auguste court que ce contrat court encore jusqu'à ce jour. Le contrat court, mais notre client n'est plus aux affaires. Donc il ne sait pas en dire plus à ce stade-ci. La République démocratique du Congo contre les prévenus Kamere Ouakalingin Vital, Sami Jamal, Mouima Ndole, Amida Chatou, c'était écrit sur la phrase, Soraya Mpiana, Daïda Mpiana, Sangabo Mekingi et Kausi Nawisi. La comparution personnelle du prévenu n'est pas obligatoire. D'y établir en fait et en droit l'infraction des détournements des deniers publics portant sur les montants de 48 831 148 $ américains en charge de prévenir Sami Jamal et Kamere Ouakalingin Vital. Puisque tout ce qui s'y trouve était un mensonge, ce sont des implications gratuites. Mais comme c'est contenu dans un jugement, je l'appelle une vérité mensongère judiciaire. En fait, c'est un mensonge véridique. Socialement parlant, c'est un mensonge, mais comme ça prend la forme authentique, les communs des mortels insinuent que c'est une vérité. Mais c'est une vérité mensongère. L'instruction, c'était une instruction venant de la conséquence de ces projets 100 jours. Mais nullement dans les décaissements des fonds. M. Kamere est passé à la Banque centrale ou, je ne sais pas, dans n'importe quelle banque pour instruire. Ordonne la confiscation de fonds contenus dans les comptes dénommés Amida Chatur, Soraya Mpiana et Shangalume Kingi Daniel, alias Massaro, ainsi que des propriétés immobilières acquises avec le fonds détournés et qui sont couvertes par les titres ci-après, établis au nom de personnes suivantes. Le contrat de location numéro 1348/2019 AD 44 988, commune d'Engalema, au nom de Shangalume Daniel. Les certificats d'enregistrement AKN 11 folio 46 AD 193, commune de Kassavubu, au nom de Piana Daïda. Les certificats d'enregistrement AGL 547 folio 171 AD 5082, commune de la Gombe, au nom de Shangalume Daniel. Les certificats d'enregistrement A/ML 01 folio 179 AD, commune de Maluku, au nom de Mayutu Namwisi Dieudonné. Les certificats d'enregistrement NN 45 folio 33 AD 71 860, commune de Lantélé, au nom de Amida Chatur Kamere. Les certificats d'enregistrement AGL 547 folio 56 AD 5807, commune de Lingwala, au nom de Shangalume Kingi Daniel. Les contrats de cession entre Jamal Sami et Soraya Mpiana AD 44 196, commune d'Engalema, ordonne l'arrestation immédiate du prévenu. Si pour les appelants Amida, Shangalume et les autres étaient appelés comme renseignants, si le premier juge avait fait le mécanisme unique pour les transformer en condamnés, et je peux même dire que c'était un mécanisme prophétique. En vérité, un assemblage de bases légales inadaptées qui s'est appuyé sur une
étrangère de fait sur une chirurgie qui dirait opérée sur les faits renversés dans la seule intention de nuire à l'image de notre État. Notre client ne comprend pas qu'il a été condamné à détournement comme promoteur et via quel mode de participation. Lorsque vous considérez l'acte d'accusation, Monsieur le Président, cet acte dit que au compte de M. Caméré est mise notamment l'infraction des détournements des deniers publics relativement à certains montants, mais que cette infraction aurait été commise en participation criminelle selon le mode de coactivité, et que donc M. Caméré est considéré comme étant coauteur. Mais lorsque vous considérez l'œuvre du premier juge, aucunement ces juges démontrent l'établissement des éléments constitutifs de la participation criminelle. Salir son image en traînant sa famille, son épouse, ses enfants, et c'est ça le motif de la condamnation. Votre honneur, contenu dans le jugement rendu par le premier juge. Monsieur le Président, concernant l'objet, est-ce qu'ici on peut insinuer que le fonds de Mme Amida, ou ses parcelles, ou sa parcelle, serait l'objet de l'infraction? Une version que nous avons entendue au premier degré où on voulait faire accroire, je ne dis pas croire, faire accroire, c'est-à-dire faire croire ce qui est mensonger, ce qui est comprouvé, qu'il aurait été l'auteur intellectuel. Il n'en est rien du tout. Il faut que l'on dise avec précision. S'il n'y a pas de précision, si l'acte de participation n'est pas démontré parce que si on parle de la participation criminelle, il s'ensuit qu'il y a un doute qui doit légitimement justifier l'acquittement. Sans Caméré devait avoir cet argent. Par quel miracle? Non, dites-moi, par quel miracle? Vous avez tout développé ici, mais vous n'avez pas démontré que Djamar, en recevant cet argent-là, il y a quelqu'un qui a agi. Il a posé même un acte. Ma Mission TV, le miroir du monde. Merci, Monsieur le Premier Président, pour la parole m'accordée. La Cour d'appel de Kinshasa, séant et siégeant en matière répressive au second degré, appellera l'audience publique du 2 juin 2002 l'affaire suivante. C'est la Chambre 1, bien sûr. Commençons par la présentation de la proposition. Le président de la Chambre se met concret à l'audience du séjour. Ce RAC 003, où nous avons le ministère public et partie civile contre M. Vital Caméré et consorts. Je vous remercie, Monsieur le Premier Président. République démocratique du Congo contre les prévenus Caméré Louakaningini Vital, Sami Djamal, Mouima Ndole, Amida Chatou, ce qui est écrit sur la parole, Soraya Mpiana, Daïda Mpiana, Shangalou Mekingi et Kafutu Nawisi. La Cour constate cette cause vient en renvoi après cassation. La Cour constate qu'il est versé au dossier de citation à prévenir donné à M. Caméré Louakaningini Kingi Vital. M. Caméré Louakaningini Vital, représenté
Monsieur Vital Kamere, comparé et représenté par ses conseils, Maître Pouloussi EKU, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Pouloussi EKU, avocat au barreau de Kinshasa Matete, conjointement, Jolie Ingange. Jolie. Maître Aimé Mourou Kabalezi, je suis avocat au barreau près la cour de séance. Kaba Mundaya, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Avocat au même barreau. Boto Kihani, je suis avocat au barreau près la cour de séance. Maître Ndondo Dodo, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Mwamba Boukassa Joël, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Pour le prévenu Sami Djamal, maître, veuillez faire acter votre comparution. Comparé représenté par ses conseils, Maître Passi Mazoa, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Avec Maître Bakaji Kachikapa Michel, avocat au même barreau. Pour les intérêts du même prévenu, Kunda Kanga Michel, avocat au barreau de l'Équateur. Mandole, Kevin Mandole. Kwara Balasso, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Je sollicite le confrère Kalombo Betou William. Il sollicite une remise à une semaine pour ses raisons de santé. Raoul Onokenge Ombaku, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Défense conjointe pour la RDC, Libixon Michel Mwanza, avocat au même barreau que Maître Raoul. Enfin, Maître Tonsi Charlie, avocat au même barreau. Et Amida Soraya. Vous avez dit ok. Sangalume. Un instant, nous allons pouvoir vérifier. Mais à tout le moins, on voit avec le nom que l'on voit ici. Mouyoutou Namouissi, c'est cela. Dieu de Madame Amida. Oui, mais comparé. La même comparution. C'est la même comparution que Vital. Madame Amida Chatou. Notre prénom, Mouyoutou Namouissi Dédonné. Oui. Mademoiselle Soraya Mpiana et Madame Amida Chatou Kamere. Aussi, Sangalume. Nous allons vérifier. Shangalume, c'est quatrième. Ok. Shangalume Kingi Daniel. Monsieur le Président. La même comparution que Pour Vital. VK, qui comparait également pour Vital Kamere, qui comparait pour Madame Amida et consort. Vous actez, monsieur le greffier, qui a comparu pour Kamere Vital et celle qui comparait pour les appelants suivants. Shangalume Kingi Daniel, Namouissi, Mayutu Namouissi Dieudonné, Mademoiselle Piana Daïda, Mademoiselle Soraya Mpiana et Madame Amida Chatou Kamere. La Cour constate qu'il est versé au dossier une citation à prévenu, instrumentée, une citation à prévenu, instrumentée au 19 mai, le 19 mai, pour l'audience de ce jour.
en charge de M. Kamere, M. Sami Diamal et M. Mouima Ndoli. Elle renseigne que pour le premier, pour le prévenu Kamere, l'huissier a été à l'adresse indiquée, ayant parlé à sa personne ainsi déclarée. Pour le deuxième, s'agissant de M. Sami Diamal, l'huissier a été à l'adresse indiquée, a parlé à sa propre personne, ainsi déclarée. Et pour le troisième, étant à l'adresse indiquée, ne l'ayant pas trouvé, ni parent, ni allié, ni maître, mais y parlant à M. Espoir Ngola, son serviteur, ainsi déclaré. Vous actez, monsieur le greffier, que l'exploit est régulier. Et régulier. S'agissant des autres appelants, M. Shangalume Kingi Daniel, Mouituna Mouissi de Donné, Mademoiselle Piana Daïda, Mademoiselle Soraya Piana et Mademoiselle Amida Chaki. Pour le presse indiqué, ne l'ayant pas trouvé, ni parent, ni allié, ni maître, et y parlant à M. Mbambu André, son serviteur ainsi déclaré. Pour le cinquième, de la Mademoiselle Piana Daïda, l'huissier a été à l'adresse indiquée, ne l'ayant pas trouvé, ni parent, ni allié, ni maître, mais y parlant à M. Mbambu André, son serviteur ainsi déclaré. Pour le sixième, c'est-à-dire Mademoiselle Soraya Piana, l'huissier a été à l'adresse indiquée, ne l'ayant pas trouvé, ni parent, ni allié, ni maître, mais parlant à M. Mbambu André, serviteur ainsi déclaré. Enfin, pour le septième, Mme Amida Chatou Kamere, l'huissier a été à l'adresse indiquée et y parlant à sa propre personne, ainsi déclaré. L'exploit est régulier. La Cour est régulièrement saisie à l'égard de toutes les parties en présence. Oui, maître. C'est pour le monsieur Ouima. Il disait que je suis porté d'une procuration donnée par maître K. Lombo Ouetou William. Il sollicite une remise en une semaine pour sa raison de santé. Je suis porteur. La partie civile ainsi que la partie Sami Diamal. En matière pénale, la comparution personnelle du prévenu n'est pas obligatoire. On a régulièrement notifié la citation prévenue et toutes les parties sont parlées vers vous. Très paisiblement, vous allez nous inviter à pouvoir présenter les griefs liés à ces jugements prononcés par les TGI Gombe. Et je crois que ça sera conforme aux procédures parlées vers vous. Nous avons dit. De l'article 104 du Code de procédure pénale sont pertinentes à ce sujet. Seule la partie civile peut faire défaut de gré d'appel en matière pénale, Monsieur le Président. Dumont. Maître Aimé Mourouka, j'avais déjà acté ma convention, Monsieur le Président. Nous pensons qu'au terme des dispositions de l'article 104 du Code de procédure pénale, le législateur n'admet que le défaut de la partie civile. Le défaut du prévenu à cette étape n'est pas prévu par le législateur, Monsieur le Président. Nous compatissons en ce que le confrère est malade, mais vous comprendrez que les règles en matière pénale sont telles que, Monsieur le Président, et nous vous invitons à procéder tel qu'il est. Quand on venait de soutenir la partie, nous disions tout à l'heure que la procuration présentée par le confrère est établie par un avocat, en lieu place qu'elle soit établie par les prévenus lui-même. Parce qu'au terme de l'article 104 du Code de procédure pénale, à l'alinéa 4, c'est les prévenus qui peuvent se faire représenter. Mais vous allez comprendre que cette procuration
dans cette procuration, c'est les représentants du prévenu qui donnent mandat à une autre personne de le représenter. Alors que le prévenu aurait dû faire une procuration directement au confrère qui a comparé pour le représenter et afin de solliciter une remise selon les cas. Donc, votre auguste cour ne va pas avoir égard à cette procuration et va inviter toutes les parties à présenter le moyen de les rappeler. Pour la parole que vous nous accordez, en vue de donner notre avis par rapport à cette procuration spéciale produite devant votre cour au motif que le représentant du prévenu est malade. Dans un premier temps, nous estimons que les raisons évoquées dans cette procuration spéciale ne sont pas prouvées. Nous avons estimé que non, voilà, celui qui s'est dit malade pouvait peut-être apporter un acte attestant cet état. Ne l'ayant pas fait, nous estimons que non, voilà, vous pouvez rejeter ces moyens et demander aux parties de plaider. Vous actez, monsieur le greffier, que la Cour officienne l'avis du ministère public ainsi que des autres parties qui ont considéré que l'on est au degré d'appel, que les parties peuvent valablement être représentées, et qu'il y a lieu, n'est-ce pas, que la Cour procède, oui, maître, tout en la procuration ainsi que ses termes. Il y avait violation de l'article 19, alinéa 3 de la Constitution et 104, alinéa 3 du Code de procédure civile, à considérer que ce moyen était fondé. Et au terme de l'article 104, alinéa 3 précité, il ne peut être statué en cas qu'après citation à prévenu. Tel n'a pas été le cas dans la procédure antérieure. Voilà pourquoi la Cour, à la date de ce jour, fait remarquer que il se trouve versé au dossier la citation à prévenu et cette citation à prévenu étant régulière. Ouais, la procédure devrait être reprise comme d'habitude en appel. La Cour va devoir demander, n'est-ce pas, aux parties de présenter leur moyen d'appel. Nous allons procéder à la lecture du dispositif de la décision rendue au premier degré. Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, vu la Constitution de la République, spécialement à son article 162, vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu les codes de procédure pénale, vu les codes pénals en ses articles 5, 14, 145 et 147 bis, vu la loi numéro 04-016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme, en ses articles 1.1,6,34 et 38 alinéa 9.2, vu la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relatif au marché public, vu le décret numéro 017/2000D du 3 octobre 2000D portant code d'éthique
de l'agent public, vu le décret numéro 10/22 du 2 juin 2010 portant manuel de procédure de la loi relative au marché public, vu l'arrêt d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets à son article 150, le ministère public entendu reçoit les déclinatoires des compétences soulevées par le prévenu Sami Jamal, mais les dit non fondés. En conséquence, le rejette et se déclare compétent. Reçoit, mais dit non fondé, la fin de non-recevoir, tirée de l'obscurité de libellé soulevé par le même prévenu. En conséquence, la rejette. Dit irrécevable, l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les prévenus Sami Jamal et Kamere Loi Kanyingini Vital. En conséquence, dit qu'il n'y a pas lieu à surséance. Dit établi en fait et en droit l'infraction des détournements des deniers publics portant sur les montants de 48 831 148 dollars américains en charge de prévenir Sami Jamal et Kamere Lwakanyigini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 20 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 10 ans après exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamere Lwakanyigini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus, l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal, dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement de deniers publics portant sur les montants de 2 137 500 dollars américains en charge de prévenir Sami Jamal et Kamere Lwakanyigini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 10 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamere Lwakanyigini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus, l'expulsion définitive sur le territoire national après l'exécution de la peine contre le prévenu Sami Jamal, dit établi en fait comme en droit en charge de prévenir Kamere Lwakanyigini Vital et Muhima Ndole Jano l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 1 154 800 dollars américains. En conséquence, les condamne chacun à 2 ans de travaux forcés et prononce en outre contre tous deux l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation, dit établi en fait et en droit les deux préventions des blanchissements des capitaux mises en charge
du prévenu Sami Jamal et les condamne pour la première à une amende de 20 millions de dollars américains pour la seconde et à 10 ans de servitude pénale principale à une amende de 20 millions de dollars américains. Dit établi en fait et en droit l'infraction de corruption mise à charge du prévenu Sami Jamal et les condamne en conséquence à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constat ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit également établi en fait comme en droit la prévention des corruptions à charge de prévenir Kamere Lwakanigini Vital et les condamne à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constant ou une servitude pénale de 6 mois, dit que les deux infractions de blanchissement des capitaux commises par le prévenu Sami Jamal les sont en concours idéal, par conséquent, prononce l'unique peine la plus forte, soit 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de dollars américains, dit en revanche que les autres infractions commises par le prévenu Sami Jamal et Kamere Lwakanigini Vital les sont en concours matériel, portant cumule les peines et prononce à leur encontre la peine de 20 ans de travaux forcés chacun, ainsi que les peines accessoires ci-après. L'interdiction pour 10 ans, après l'exécution de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamere Lwakanigini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation en charge de tous les deux, l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Ordonne la confiscation de fonds contenus dans les comptes dénommés Amida Chatur, Soraya Mpiana et Shangalume Kingi Daniel, alias Massaro, ainsi que des propriétés immobilières acquises avec le fonds détournés et qui sont couvertes par les titres ci-après, établis au nom de personnes suivantes. Le contrat de location numéro 1348/2019 AD 44 988, commune d'Engalema, au nom de Shangalume Daniel. Les certificats d'enregistrement AKN 11 folio 46 AD 193, commune de Kassavubu, au nom de Mpiana Daïda. Les certificats d'enregistrement AGL 547 folio 171 AD 5082, commune de la Gombe, au nom de Shangalume Daniel. Les certificats d'enregistrement A/ML 01 folio 179 AD, commune de Maluku, au nom de Mayutu Namwisi Dieudonné. Les certificats d'enregistrement NN 45 folio 33 AD 71 860, commune de Lantélé, au nom de Amida Chatur Kamere. Les certificats d'enregistrement AGL 547 folio 56 AD 5807, commune de Lingwala, au nom de Shangalume Kingi Daniel. Les contrats de cession entre Jamal Sami et Soraya Mpiana AD 44 196, commune d'Engalema, ordonne l'arrestation immédiate du prévenu Moui Mandole Jano, reçoit et dit fonder l'action civile, en conséquence condamne le prévenu in solidum à payer à la partie civile la somme de l'équivalent à francs congolais 150 millions de dollars américains à titre de dommages et intérêts,
reçoit, mais dit non fondée, la demande réconventionnelle du prévenu Sami Jamal, condamne chacun de prévenir à payer le 1/3 des frais d'instance payables dans le délai légal. À défaut, ils subiront une contrainte par corps de 30 jours. Ainsi, jugé prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, essayant en matière répressive au premier degré à son audience publique du 20 juin 2020, à laquelle ont siégé les magistrats Bakenge Mvita, président de la Chambre, Kasunda Ngeleka et Mukaya Kayembe, juge avec le concours de Lumbu Kachewa, officier du ministère public, et l'assistance de Nyamakila, greffier du siège. Je vous remercie, Monsieur le Premier Président. Je vous appelle, Monsieur le greffier, que la Cour constate qu'il est versé au dossier plusieurs actes d'appel. Et parmi ces actes d'appel, il y a aussi l'appel du ministère public. Monsieur le procureur général, vous avez relevé appel de cette décision. La Cour vous accorde la parole pour connaître les motifs. Appel. Il est vrai qu'en date du 20 juin 2020, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe avait rendu sa décision sous RP 26-931. Et cette décision avait arrangé toute la population de notre pays. Et je pense que même le prévenu qui sont par devant votre cour, même ici, ils sont également en appel, mais quelque part, ils s'étaient réjouis pour cette décision-là. Le prévenu Kamere a été condamné à 20 ans. Le prévenu Sami Jamal a été également condamné. Moïma Ndole plutôt, il était également condamné. Mais lorsque le greffier a pris la parole pour donner lecture de cette décision, nous l'avons suivi avec une attention soutenue. Nous nous sommes dit que nous voilà quelque part, bien que nous pouvons applaudir cette décision, mais quelque part, le premier juge a eu à nous énerver sur un point. Quand nous lisons le code pénal congolais, en son article 5, l'article 5 du code pénal dit ceci: les peines applicables aux infractions sont la mort, les travaux forcés, la servitude pénale, l'amende, la confiscation spéciale, l'obligation de s'éloigner de certains lieux, la résidence imposée dans un lieu déterminé et la mise à la disposition de la surveillance du gouvernement. Bien que les prévenus ont été privés de leur liberté, ça nous a arrangé. Nous nous sommes dit que nous, voilà, c'est une bonne chose et nous avons même applaudi cette décision. Nous avons donné toute une liste de biens qui devraient faire l'objet d'une confiscation spéciale. Et nous avons constaté que le premier juge a eu à nous suivre, sauf sur un bien immobilier, un bien qui pouvait générer des recettes qui devraient nous aider, surtout nous, les fonctionnaires, qui avons besoin d'être bien rémunérés. Vous savez, Monsieur le Premier Président, lorsque vous êtes à la cité, plusieurs personnes se sont posé la question. Non, voilà, mais le prévenu a détourné. Il a été condamné à 20 ans. Mais est-ce qu'il a restitué l'argent qui a été détourné? C'était ça la préoccupation même de toute la population. L'argent détourné. Mais lorsque, dans la décision, on nous parle qu'il y a eu confiscation spéciale de certains biens qui ont été achetés avec l'argent détourné,
sommes dit que non, voilà, un bien spécial, pourtant vraiment cher, n'a pas été cité dans cette décision. Il s'agit, Monsieur le Premier Président, d'un immeuble appartenant au prévenu Vital Caméré. Cet immeuble se situe sur rue Ponceau, numéro 78 850, Mole, en France. C'est un bien immobilier appartenant au prévenu Caméré et qui a été acheté, nous disons bien acheté, avec l'argent détourné. Et nous nous sommes dit que le premier juge devrait également procéder à la confiscation de cet immeuble. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier Président, nous nous sommes dit que comme ces biens immobiliers d'une grande valeur n'a pas été cité dans la décision, nous avons dit que nous ne pouvons que venir par devant vous confirmer l'œuvre du premier juge tout en reprenant sur la liste des biens confisqués l'immeuble se trouvant en France. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier Président, nous nous sommes venus en appel. Nous avons dit. Prévenu Caméré, quel greffe vous portez, n'est-ce pas, à la décision du premier juge? Monsieur le Président, pour présenter les différents griefs listés par notre client, M. Caméré, contre vérité, un assemblage de bases légales inadaptées qui s'est appuyé sur une couture mensongère de faits, sur une chirurgie, je dirais, opérée sur les faits renversés, dans la seule intention de nuire à l'image de notre client. En fait, Monsieur le Premier Président, je l'ai dit, c'est une couture de faits, puisque tout ce qui s'y trouve était un mensonge. Ce sont des implications gratuites. Mais comme c'est contenu dans un jugement, je l'appelle une vérité mensongère judiciaire. En fait, c'est un mensonge véridique. Socialement parlant, c'est un mensonge, mais comme ça prend la forme authentique, les combats de mortels insinuent que c'est une vérité. Mais c'est une vérité mensongère. Monsieur le Premier Président, nous avons listé les greffes. On est un collectif. Je vais nommément parler de ces greffes et laisser la parole aux confrères pour me compléter. Monsieur le Premier Président, il y a eu violation de l'article 21 de la Constitution de notre pays. En ce que cet article stipule clairement que tout jugement doit être écrit et motivé. Ici, les infractions de détournement et de corruption mises en charge de notre client sont inexistantes. Pourquoi? Puisque le premier juge n'a pas démontré en quoi consistait le détournement ou la corruption. Il a violé manifestement l'article 145 du Code pénal congolais livre 2, puisque les éléments exigés pour l'établissement de cette infraction n'ont pas été réunis. Il a également violé les articles 21 et 23 du Code pénal congolais livre 1, qui posent de manière très objective les conditionnalités pour l'établissement de certaines infractions, notamment la participation criminelle. Il y a eu absence de motivation et pour la participation criminelle et pour les détournements. Le premier juge a également violé l'article 147
tel que modifié jusqu'à ce jour du Code pénal congolais livre 2, puisque les conditions posées par cet article n'ont pas été respectées pour établir la corruption. C'est comme ça que nous disons que c'était une couture mensongère de fait pour rendre un jugement unique dans la seule ambition de détruire l'image de notre client. On est un collectif d'avocats, c'est vrai que je coordonne les collectifs. Je vais passer, avec votre autorisation, passer la parole à Maître Ben Joly et ensuite à Maître Aimé pour donner les détails de ce que je viens de dire. Le confrère Pouloussi Ekal a dit tout à l'heure que substantiellement, c'est que le prévenu Kamere reproche à l'œuvre du premier juge qui incommensurablement lui porte préjudice, c'est l'absence de motivation. Nous disons l'absence de motivation, mais à certains égards, vous noterez que nous allons évoquer certains éléments de jugement. Vous voulez poser la question de savoir, on a parlé d'absence de motivation, mais là quand même, on a essayé de motiver. Pourquoi nous parlons de cela? C'est parce qu'il a été jugé qu'à l'absence de motivation, il faut assimiler une motivation ambiguë, une motivation en contradiction avec le dispositif, mais aussi une constatation imprécise et incomplète des éléments matériels constitutifs de l'infraction mise au compte du prévenu. Monsieur le Président, je prends parole parce qu'ici, nous sommes en train de critiquer un jugement pour vous indiquer, vous donner les références des paragraphes, des feuillets qui portent ces contre-vérités, qui portent cette motivation erronée inexistante. Lorsque vous considérez l'acte d'accusation, Monsieur le Président, cet acte dit que au compte de M. Kamere est mise notamment l'infraction des détournements des deniers publics relativement à certains montants, mais que cette infraction aurait été commise en participation criminelle selon le mode de coactivité. Et que donc M. Kamere est considéré comme étant coauteur. Mais lorsque vous considérez l'œuvre du premier juge, aucunement ces juges démontrent l'établissement des éléments constitutifs de la participation criminelle. Parce qu'ici, il ne faut pas confondre les éléments constitutifs d'une infraction et les éléments constitutifs de la participation criminelle. La doctrine enseigne que pour qu'une participation puisse être criminelle et partant punissable, il faut que soient réunis trois éléments. Le premier élément, c'est l'existence d'une infraction principale. Le deuxième, c'est l'acte de participation. Et le troisième, c'est l'intention criminelle. Et lorsque vous lisez l'œuvre du premier juge, il n'a rien démontré par rapport à cela. Il ne démontre pas dans quelle mesure M. Vital Kamere aurait participé, coopéré à la perpétration de l'infraction de détournement de deniers publics. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, Monsieur le Président, c'est que lorsque vous prenez le dernier paragraphe du 29e feuillet de cette décision, le juge précise, cite une doctrine qui précise que par personne chargée d'un service public, il faut entendre celles qui sont dépositaires ou comptables, qui sans être fonctionnaires ou officiers publics, sont institués pour un intérêt d'ordre public et qui reçoivent des deniers ou effets en vertu de leur charge. Mais au deuxième paragraphe du 30e feuillet,
Voilà que curieusement, il dit que tout en reconnaissant, c'est vrai, on ne plaide pas pour la chapelle de M. Djamal, mais le fait ayant une imbrication, M. le Président, parce que nous sommes encore en activité, il y a des griefs que l'on relève comme ça. Curieusement, tout en disant, en reconnaissant dans son œuvre que M. Djamal était gérant de la société Samigo, il affuble, il lui rêvait, n'est-ce pas, il le revêt de la qualité de personne chargée d'un service public. Pour avoir motivé de la manière que voilà, le premier juge a, à n'en point douter, n'est-ce pas, énervé le prescrit de l'article 21 de la Constitution pour avoir ambiguement, n'est-ce pas, et erronément motivé son œuvre. Au dernier paragraphe du 36e feuillet, il affirme au sujet de M. Kamer que son intention frauduleuse découlerait également de sa volonté de gérer le dossier dans l'opacité. Voilà comment on fait un raccordement frauduleux. Un raccordement judiciaire frauduleux, on recourt à un syllogisme irrégulier qui part de l'accidentel à l'essentiel. Et parce qu'il fallait démontrer seulement, dire quelque chose au sujet de M. Kamere, s'agissant de l'intention criminelle, alors que ce n'est pas ce que la loi exige, s'agissant de l'intention criminelle, de l'infraction de détournement. L'intention criminelle consiste dans la volonté de l'agent de se faire procurer à lui-même un avantage ou de procurer à autrui un avantage. Et voilà que lui, il infère cette intention criminelle du fait que le dossier serait géré. Encore qu'il ne précise pas le dossier, il dit seulement ce dossier avait été géré avec opacité. Cette imprécision, cette incohérence, Monsieur le Président, porte énormément grief à notre j'ai parlé de la coopération directe. Au 42e feuillet, il dit, au vu des dispositions légales jurisprudentielles sous-évoquées, mais il ne confond pas ces dispositions jurisprudentielles au fait de la cause. Il se contente juste de dire cela. Et s'agissant de l'infraction de corruption, il dit, sans qu'il soit besoin, sans qu'il soit nécessaire, de reprendre le développement fait souverain. Ça, c'est dans l'exorde même du paragraphe qui traite de cette infraction. Il dit, sans qu'il soit nécessaire de répéter les développements faits souverain. Cette tournure phraséologique, Monsieur le Président, fait penser, fait croire que l'infraction de corruption passive dont est accusé M. Kamere aurait les mêmes éléments constitutifs que l'infraction de corruption active dont se trouve être accusé M. Djamal. Pourquoi je dis cela? Parce que dans la suite, il se dérobe de son obligation, de l'obligation constitutionnelle qu'il avait de motiver en recourant à des transpositions inappropriées, à des raccordements, comme je dis, judiciaires qui ne tiennent pas la route. Donc je pense que la substance de grief a été donnée, quitte à me faire compléter pour là où je n'avais pas été complété suffisamment. La participation criminelle par opération directe. Mais qu'est-ce qu'a fait le premier juge, M. le Président, lorsque vous lisez son œuvre? Autant qu'à t'envoyer, avec toute votre honnêteté, si la peut jeter un coup d'œil sur le jugement du premier juge, autant qu'à t'envoyer, au 3e paragraphe, lorsqu'il motive son œuvre, le juge vous dit, mais il ne pouvait alléguer à ses femmes l'aide par notre opinion s'il n'avait pas reçu une aide indispensable du peuple vital Kamere. Vous conviendrez avec moi, M. le Président, qu'au terme de l'article 21 et 23 du Code de procédure pénale du premier, qui définit en quelques mots une participation criminelle, la coopération directe, alors prévue par l'acte d'accusation, est différente de l'aide indispensable
qui a motivé l'œuvre du premier juge. Donc le premier juge, dans son secret de délibéré, a requalifié le fait, a quitté l'acte d'accusation, le contrat judiciaire, qui parlait de coopération directe, alors que M. Ita parlait d'autrement du dossier. Ce qui est fondé sur la coopération directe, il a choisi d'aller dans le champ de l'aide indispensable, sans pour autant, en requalifiant le fait, soumettre cette nouvelle qualification au prévenu pour qu'il puisse se défendre à ce sujet. Cela vient aussi le droit de la défense, prévu par l'article 19 de la Constitution. Donc, par l'imprécision ou par le défaut de motivation, il est tombé aussi dans la violation du droit de défense, M. le Président. Pire encore, lorsque vous lisez le dispositif du dit jugement, en ce qui concerne le solitaire permis pour la façon de détournement, le premier juge tient acquis en fait et en droit l'infraction du détournement du bien public portant sur le nombre de 48 millions et quelques à charge du police avec Journal et l'État Cameroun. Et puis, par son silence, en ce qui concerne la participation criminelle et le décret de participation. Notre client ne comprend pas, il a été condamné à détournement comme corrupteur, mais via quel mode de participation. Pendant l'instruction, nous y donnerons, M. le Président. Donc vous comprenez que la violation de l'article 21 pour défaut de motivation a découlé aussi à la violation de l'article 19 pour la violation du droit de la défense. Puisqu'en parlant de l'aide indispensable qui n'a pas été retenue dans l'accusation, le premier juge n'a pas donné l'occasion à notre de se défendre à ce sujet. Deuxièmement, en ce qui concerne l'infraction de détournement, défaut de preuve, M. le Président. Toujours dans l'acte de l'accusation, M. le Président, il est de doctrine constante que l'infraction de détournement est une infraction instantanée, qui veut dire qu'il se commet dans un laps de temps bien déterminé. Mais lorsque vous lisez l'acte de l'accusation, l'on vous dit que le État permet à Kinshasa, mais entre le mois de mars 2019 et janvier 2020. Voilà comment s'étale l'infraction de détournement. Comme si notre client avait passé tout son mandat comme étant de cabinet à détourner les fonds déposés son jour. Entre mars 2019 et janvier 2020. Et le premier juge est tombé dans le même piège. Vous allez regretter le premier juge. Aucune précision sur la cristallisation des faits en tant qu'infraction de détournement, qui est une infraction instantanée. Aucune preuve, aucun moment donné, à quelle date, comment, de quelle manière, quel montant, d'autant plus que l'infraction de détournement est une infraction comptable. Les fonds passés par voie bancaire. Aucun montant, aucune preuve. Donc vous comprenez que le premier juge a péché par le défaut de motivation en ce qui concerne l'élément moral ainsi que l'élément matériel lié à l'infraction de détournement. La même chose pour l'infraction de corruption, M. le Président. Le juge parle dans des suppositions. Le juge se réfléchit dans des raisonnements analogiques pour tomber dans une condamnation qui ne se justifie pas, M. le Président. Et donc vous comprendrez que le défaut de motivation et la violation du droit de la défense, défaut de motivation à deux niveaux, en ce qui concerne la participation criminelle, il n'a pas su circonscrire quel est l'acte matériel posé par M. Ita pour être retenu comme co-auteur, non seulement par coopération directe, encore moins par aide indispensable, et il a brillé par son silence dans son dispositif, M. le Président. Nous allons en dire plus pendant la plaidoirie et pendant l'instruction, et nous allons juste commencer notre couleur. Nous vous remercions. Le premier juge était dans l'impossibilité de démontrer cette participation criminelle. Donc c'était une précision par rapport à tout ce qui a été dit. Il est accordé à la partie Sami Jamal pour développer les motifs d'appel, les raisons pour lesquelles ils ont relevé appel de la décision du premier juge. Tombé en date du 20 juin 2020 sous RP 26 931. Cette décision, Monsieur le Premier Président, elle contient, comme j'ai entendu certains confrères le dire,
certaines ramifications, des raccordements frauduleux. Et donc plusieurs griefs sont listés et retenus contre cette décision, partant de la première infraction, qui est le détournement des deniers publics, jusqu'à la dernière infraction, qui est le blanchiment de capitaux. De manière générale, Monsieur le Premier Président, cette décision a violé les dispositions de l'article 21 de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006 tel que modifié, qui dispose que tout jugement est écrit et motivé. Que le prévenu Samy Diamal reproche à l'œuvre du premier juge deux griefs majeurs concernant l'infraction du détournement des deniers publics. Le premier grief, c'est donc la motivation inadéquate et erronée de la notion d'une personne chargée de service public. La motivation inadéquate et erronée de la notion d'une personne chargée d'un service public. Monsieur le Premier Président, l'article 145 du Code pénal congolais livre 2, qui réprime cette infraction, verse que l'infracteur, le coupable de cette infraction, puisse avoir la qualité d'un agent public ou d'une personne assimilée, c'est-à-dire une personne chargée d'un service public. Mais lorsque vous lisez cette décision, ce jugement, le juge n'a cessé de rappeler, que ce soit dans la narration de fait que dans son dispositif, que M. Samy Diamal était gérant de la société Samibo Sarl et Usman Sarl. Et M. Samy Diamal n'a pas compris comment est-ce que lui, qui est nommé ainsi dans le jugement, peut être qualifié ou considéré comme étant une personne chargée d'un service public. Mais quelle est cette personne-là chargée d'un service public? Monsieur le Premier Président, une personne chargée d'un service public, c'est cette personne qui exerce une activité sous le contrôle de l'administration publique. C'est une personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, est sous la gérance, sous les contrôles, sous l'emprise de l'administration publique. Et on peut donner l'exemple, c'est notamment les personnes qui sont chargées de séquestre. Les syndics de faillite, par exemple. Mais prendre un gérant d'une société privée et lui octroyer abusivement, de manière malencontreuse, la qualité de l'agent public ou une personne chargée d'un service public, ce jugement-là a faussé et a violé les dispositions de l'article 145 du Code pénal, livre 2. Donc on ne pouvait pas, Monsieur le Premier Président, le Premier juge ne pouvait pas attribuer une qualité aussi importante à un gérant d'une société privée. Une société qui est créée sur base du droit WADA, le droit communautaire, et qui exerce ses fonctions conformément au statut et qui rend compte non pas à une personne publique, non pas à une administration publique, mais qui rend compte à l'Assemblée générale et aux associés. Donc, nullement, M. Samy Diamal n'a été sous les contrôles de l'administration publique. Il n'a jamais été sous l'emprise de l'administration publique. Et donc, affirmer, comme il a fait, dans son jugement, à la page ou au feuillet 29, avant-dernier paragraphe, le premier juge dit, ce qui suit, il en résulte que les deux prévenus prénommés, c'est-à-dire M. Vital Kamerhe et M. Samy Diamal, sont respectivement investis de la qualité de personnes chargées d'un service public et d'agents publics. Et comme ça, sans démontrer comment est-ce que M. Samy Diamal pouvait être considéré comme étant une personne chargée d'un service public.
par rapport à cet élément-là, préalable à la commission de l'infraction de détournement des deniers publics, la motivation du premier juge a été erronée, inadéquate. Le deuxième élément, Monsieur le Président, ou le deuxième grief reproché à cette décision, concernant l'infraction du détournement des deniers publics, c'est encore une définition erronée de la notion de deniers publics. Le jugement entrepris par votre auguste cour contient une motivation erronée et imprécise de la notion de deniers publics en ce que le premier juge conclut au détournement de la somme de 48 millions de dollars américains perçus par la société Samibo Sarl, conformément aux clauses contractuelles, le contrat qui était signé entre les parties, Samibo et la République. Il conclut par le détournement de cette somme par le prévenu. Et il considère que ces fonds-là, que la République, qui est une partie contractante, a payé à la société Samibo pour l'érection des maisons préfabriquées, le premier juge a considéré que ces fonds-là étaient des fonds publics. Et là, il a faussé complètement son raisonnement. Il est allé à côté de la plaque. Parce que, à partir du moment où la RDC a exécuté sa part de marché en payant le fonds, la société Samibo a effectué des commandes et pris les dispositions utiles en invitant les ingénieurs à signer des contrats de sous-traitance pour l'érection des maisons. Cet argent qui est au compte de la société Samibo, ce sont des fonds privés qui sont gérés, Monsieur le Président, non pas conformément à la comptabilité publique. Ces fonds-là ne sont pas soumis aux gymnastiques de l'administration publique. Pour leur sortie, Monsieur le Président, ce n'est pas le même formalisme avec les fonds publics. Les fonds publics, Monsieur le Président, pour que vous soyez payés, les ministres des budgets, les bons d'engagement, les ministres des Finances, il faut aller à la Banque centrale. Mais lorsque les fonds se trouvent dans le compte de la société Samibo, à la Banque, les sorties de cet argent-là ne sont soumises à aucun formalisme public. Aucun. Donc les gérants, conformément au pouvoir lui conféré par les statuts, comme nous sommes dans le cas d'espèce d'une société SAL, conformément à l'article 328 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, qui donne le pouvoir de gestion d'une société SAL aux gérants. Les gérants posaient les actes conformément aux dispositions statutaires, mais aussi conformément aux dispositions légales, en l'occurrence l'acte uniforme sur les sociétés commerciales. Donc le premier juge ne pouvait nullement considérer les fonds contenus dans un compte privé de la société Samibo. Il ne pouvait pas considérer ces fonds-là comme les fonds publics. À partir du moment où ils ont quitté les trésors publics, conformément aux clauses contractuelles, versés dans les comptes de la société Samibo, ils pouvaient les retirer la nuit, ils pouvaient les retirer la journée. Dans les contrats, il n'y avait aucun formalisme par rapport à l'utilisation de ce fonds-là. Il n'y avait aucun formalisme pour dire, monsieur Samibo, société Samibo, on verse dans votre compte cet argent, mais écoutez, vous devez les retirer dans 2 semaines. Vous devez les retirer la journée. Vous devez les retirer, non. L'État congolais ayant payé, il attendait que la société Samibo puisse exécuter sa part de marché, notamment l'érection des maisons préfabriquées. Comme nous le voyons lorsque je roule vers l'OIA, je vois bien ces maisons-là. Et c'était ça la part du marché de la société Samibo. Le premier juge a donc faussé son raisonnement en considérant que le fonds contenu dans les comptes de la Banque, c'était des fonds publics, alors que c'était des fonds privés. Monsieur le Président, ce procès, à partir du moment où le juge prend ces 2 éléments-là, qui sont des éléments fondamentaux de la conscience de l'infraction des détournements, il les impute malencontreusement, de manière aussi simpliste à M. Sami Diamal. Il tire une conclusion qu'on peut appeler une vérité mensongère, mais judiciaire. Parce que, à partir
partir du moment où on donne à quelqu'un la qualité qui ne lui appartient pas, on considère les fonds privés comme des fonds publics, et bien on arrive à une conclusion telle que nous avons vu dans cette œuvre-là. Et cette œuvre-là est critiquable. Elle est critiquable, effectivement. Un autre grief que nous avons retenu par rapport à cette décision, c'est la recevabilité de l'action de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, lorsque vous prenez la requête aux fins de fixation de date d'audience, vous prenez la citation à prévenu, même dans le jugement attribué par devers votre auguste cour, les ministères publics, le juge lui-même, ils l'ont affirmé de manière nette et claire que l'État avait payé à la société Samibo 57 millions de dollars américains dans le cadre du contrat pour l'érection des maisons préfabriquées en faveur de militaires, des policiers, des personnes démunies. Mais l'argent qui était dans le compte de la société Samibo, à la Robank, cet argent-là, c'est l'argent de la société Samibo. Si détournement il y aurait eu, qui pouvait être la victime, Monsieur le Président? Je ne vous pose pas la question, mais je suis en train de réfléchir à haute voix. La seule victime, s'il y aurait eu une infraction de détournement, encore que dans la gestion d'une société privée, d'une société commerciale, si les gérants posent les actes, ces actes-là de dissipation de fonds, ça ne peut pas être considéré comme détournement. On parlerait de l'abus de confiance. Mais dans un cadre purement de la gestion d'une société privée. Mais là, Monsieur le Président, la République démocratique du Congo, qui est tout à l'heure, qui a acté sa comparution, vient vous dire non, non, nous sommes victimes. Elle-même affirme que les fonds ont été payés à la société Samibo et que M. Sami Diamal aurait détourné l'argent contenu dans les comptes de Samibo à la Robank, mais elle vient comme partie victime. Vous allez comprendre que le premier juge n'aurait pas dû recevoir l'action civile de la République parce qu'elle n'a jamais été victime dans la gestion de fonds qui étaient logés à la Robank. Pour les comptes de Samibo, la République n'y était pour rien. La République devrait attendre l'évaluation conformément au contrat, aux clauses contractuelles. Cette République qui a mis en place une loi sur les marchés publics, qui a mis en place un organe chargé des contrôles des marchés publics, cette République-là fait fi. Elle oublie les mécanismes prévus dans les cas de contrat, évaluation, qui n'a pas exécuté. Si tu n'as pas exécuté, voilà les dommages et intérêts qu'il faudrait payer. Non, elle vient comme partie civile dans un procès où les fonds sont des fonds de la société Samibo. Donc l'action civile de la République, c'est une action qu'on n'aurait pas dû recevoir au premier degré. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, le premier juge a même accordé les dommages et intérêts outre mesure, des sommes exprimées en monnaie étrangère, même 150 millions de dollars américains. En monnaie étrangère, c'est même en violation flagrante des dispositions constitutionnelles. Nulle part, le premier juge dit l'équivalent franc congolais. Non, il est comme ça là, de manière aussi confortable, tel vous allez payer 150 millions de dollars américains. Il tire ça d'où? La monnaie est un cours légal en RDC. Ce n'est pas les dollars. Ce n'est pas les dollars. Un autre grief, Monsieur le Président, c'est par rapport à l'infraction de corruption. Monsieur le Président, la société Samibo, Sarle, gagne le marché en 2018. Au mois d'avril 2018. Cette société signe les contrats avec les ministres du Développement rural. Et ce contrat-là est renouvelé par l'avènement du nouveau régime. Lorsqu'on a vu que les maisons étaient d'une beauté appréciable. Non, vous devez renouveler ce contrat, mais il faut ajouter de 900 à 1500 maisons. Le contrat était déjà gagné en 2018. Et à son temps, M. Vital Kamerhe était un citoyen congolais, un opposant de surcroît, en 2018. C'est-à-dire, en 2018, lorsqu'on gagnait le marché là, on a corrompu une personne n'ayant pas qualité de fonctionnaire.
En réalité, parce que le marché a été gagné en 2018, au mois d'avril. Je ne plaide pas par procureur, mais par rapport à cette infraction, on nous reproche d'avoir corrompu quelqu'un qui n'avait aucune qualité au moment où on gagnait le marché. Parce que s'il faut corrompre, on corrompt lorsqu'on veut gagner un marché. Lorsqu'on veut gagner, bon, on va corrompre. Mais le contrat date de 2018. M. Kamer, citoyen congolais de l'opposition. De l'opposition. Mais avec, au même titre que le président actuel. Donc, c'est de manière injuste, avec une motivation erronée, que le premier juge a retenu, à charge du prévenu Samy Diamal, que nous représentons, l'infraction de corruption. Pour gagner, et puis le premier juge l'a dit, hein, page feuillet 49, paragraphe 3 et 4, il dit, pour gagner les marchés d'érection de maisons préfabriquées. Mais les marchés étaient gagnés depuis 2018, Kamer n'était pas directeur de cabinet, il n'était pas fonctionnaire, il n'avait pas la qualité d'agent. Donc le premier juge affirme que nous avons corrompu pour gagner les marchés qu'on avait déjà gagnés en 2018. Donc cette motivation-là est inadéquate, elle est erronée, elle est même en contradiction avec les faits réels. Malheureusement, c'est comme le ministre public lorsqu'il a pris parole, il vous dit l'opinion publique était contente. Mais l'opinion publique peut être contente, mais elle doit être contente conformément à ce qui est légal. Il ne faut pas oublier que la masse n'a pas d'âme. La masse ne répond pas aux règles de l'art. Le premier juge s'est fondé sur la clameur publique, comme le ministre public l'a dit aisément. L'opinion était contente, nous tous nous étions contents. Non. Mais si le ministre public était content, moi je n'ai jamais été content en lisant l'œuvre du premier juge. Qu'on ne nous mette pas dans un même sac, on n'a jamais été content. Nous tous, non, il faut m'enlever. Merci, Monsieur le Président. Parce qu'on m'avait mis dans un sac de tous, tout le monde était content. Mais, merci, Monsieur le Président. Donc, par rapport à cette infraction de corruption, il y a eu une motivation erronée. En outre, Monsieur le Président, le premier juge, lorsqu'il retient cette infraction de corruption, il se base sur les suppositions, sur les supputations. Il utilise les termes, il avait donné cette concession, certainement. Il part d'un raisonnement comme des fausses prémices pour arriver à une conclusion qui ne correspond pas aux faits réels. Les marchés gagnés depuis 2018, vous dites, il a donné cette concession pour certainement gagner les marchés. Non, les marchés étaient déjà gagnés. Encore une motivation erronée. Et enfin, par rapport à l'infraction de blanchiment des capitaux, il y a eu une motivation ambiguë, une ambiguïté patente. En ce que le premier juge n'a pas su démontrer l'infraction d'origine. Parce que pour que cette infraction de blanchiment des capitaux soit retenue, il faut qu'il y ait une infraction d'origine. Il faut qu'il y ait une infraction au préalable par rapport aux fonds qu'on veut transférer à l'étranger. Ces fonds doivent avoir une origine délictueuse. Mais le premier juge, à la page 46 de son jugement, premier, deuxième et quatrième paragraphe, il a été en difficulté de démontrer l'existence de l'infraction d'origine, qui est une condition préalable. Et deuxièmement, il y a eu une motivation insuffisante. Parce que le premier juge n'a apporté aucune preuve du prétendu blanchiment de fonds. Il n'y a jamais eu dans le dossier physique qui est certainement derrière vous, aucun PV de saisie des fonds. Aucun PV. Il allègue d'abord que ça serait plus de 10 millions, mais il atterrit pour condamner notre client, M. Samy Diamal, au double de la somme blanchie. Et cette somme, il dit, c'est 20 millions de dollars. Mais tantôt vous dites qu'il aurait transféré plus de 10 millions, ça voudrait dire que ça peut être 20 millions, 50 millions, mais vous atterrissez dans votre jugement pour dire, nous les condamnons au double de la paix de la somme qu'il aurait blanchi. Et donc, ça fait 20 millions. Mais d'où vous tirez, d'où est-ce qu'il a tiré ce raisonnement-là et ces calculs-là? Et nous allons, Monsieur le Président, nous arrêter là par rapport à l'infraction de blanchiment des capitaux.
sous réserve d'être complété par mes estimés confrères, s'ils ont quelque chose à ajouter. Mais voilà de manière succincte les griefs que M. Sami Diamal reproche à l'œuvre du premier juge, nous avons dit. Oui, maître. Maître, vous ralliez à l'exposé de votre confrère. Ok. Oui. Il y a d'autres appelants, maître. Oui. Il y a Madame Amida Chatur, M. Mouyitou, M. Changaloumé, Madame Amida Chatur, M. Mouyitou, M. Changaloumé, Madame Daïda Piana, de l'article 21 de la Constitution, puisqu'il n'y a eu aucune motivation pour justifier cette conversion des renseignants à condamner. Ça c'est de un. De deux, il y a eu violation de l'article 34 de la Constitution sur la propriété privée qui est sacrée. Également, violation de l'article 17 de la Constitution sur une condamnation abusive pour des personnes non invitées comme prévenues au premier degré, mais lesquelles par miracle se sont retrouvées condamnées par confiscation de biens. Comme je l'ai dit ici, l'œuvre du premier juge, c'est de l'arbitraire judiciaire avec l'ambition de nuire aux intérêts de nos clients. Tout ça dans le seul objectif de pouvoir déstabiliser une famille, la famille Kamere, son foyer, ses cousins, pris au sens privé qu'étendu. Nous sommes un collectif. Avec votre autorisation, je vais passer la parole à Maître Dadou Boto et ensuite Dani Kanda pour donner les détails de ces violations flagrantes et de la Constitution et du Code pénal congolais, livre 1 et 2. Merci. Un jugement soit écrit et motivé. Par contre, le premier juge, dans son œuvre, n'a fait que faire le contraire de cet article de la loi fondamentale. Monsieur le Président, le premier juge, quand il condamne M. Vital Kamerhe à la servitude pénale, il ne s'arrête pas là. Il a assorti son jugement de la confiscation spéciale des fonds contenus dans le compte de Madame Amida Chatur, Soraya Mpiana, Changaloumé Kingi, Daniel, ainsi que le bien immobilier des personnes que vous allez retrouver à la page 61 du jugement attaqué. Et c'est ici que le premier juge fait une mauvaise interprétation, voire même plus une mauvaise application de l'article 14 du Code pénal, livre 1er. Cet article que je parle là pour la lecture voudrait inscrire, au-delà de la condamnation pénale, qui est des condamnations spéciales. Mais alors, cet article ne s'applique pas de n'importe quelle manière ou de n'importe quelle circonstance. Il y a des conditions qui font à ce que cet article soit d'application. Et dans les cas sous examen, le premier juge ne motive, ne dit pas, ne justifie pas dans quelles circonstances il a pu ordonner la confiscation de tous ces fonds ou des biens de nos clients. Monsieur le Premier Président, la doctrine d'un grand, là je fais allusion à Minel, dit que pour faire application de cet article 14, il faut réunir au moins 3 petites conditions.
Il dit la chose confisquée ou l'objet confisqué doit former l'objet de l'infraction. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, la chose confisquée doit appartenir au prévenu. Et troisième condition, la chose confisquée doit être le produit de l'infraction. Et nous allons revenir quant à ça dans l'instruction ou la plaidoirie en définissant clairement ces trois conditions. Mais à ce stade, nous voulons seulement vous dire qu'aucune de ces conditions n'est justifiée pour faire la confiscation des biens de nos clients. Monsieur le Président, concernant l'objet, est-ce qu'ici on peut insinuer que le fonds de Mme Amida ou ses parcelles ou sa parcelle serait l'objet de l'infraction? Parce qu'en lisant Miner va jusqu'à donner des exemples. C'est en ce qui concerne l'objet qui forme ou qui constitue l'infraction. Il y cite une machette, même une arme à feu, sont l'objet qui a permis au prévenu de commettre l'infraction. En lisant les jugements, on ne voit nulle part où le premier juge essaye de relier l'article 14 au fait de la présente cause. Concernant la deuxième condition, Monsieur le Président, où on dit que l'objet saisi doit être la propriété du prévenu. Monsieur le Président, vous avez l'acte de poursuite. On peut les lire encore à nouveau. Il n'y a que 3 prévenus. Dans ces documents du parquet, il n'y a pas Mme Amida comme prévenu, il n'y a pas Shangaloume, il n'y a pas Soraya Daïda, et ainsi de suite. Mais par quel mécanisme les gens ou le parti qui n'ont pas été partis au procès, qui n'ont été invités que comme renseignants, ont été transformés miraculeusement en condamnés dans ce jugement. Et nous avions eu, Monsieur le Président, la chance, nous tous, de suivre ce procès. Quand Mme Amida Chatur a élucidé, a éclairé le tribunal sur la source de provenance des fonds se trouvant dans ses comptes. Elle vous a dit, elle a dit au premier juge qu'elle a commencé le commerce depuis l'âge de 20 ans. Elle a économisé, elle a épargné pour aboutir là aujourd'hui. Elle a même dit que pour ses 2 filles, elle-même a eu à booster ses filles. Et je me dis, si tous les parents, toutes les mamans seraient comme cette femme, le Congo ne serait pas un pays pauvre. Parce qu'avec l'idée de booster, de créer des femmes d'affaires dans ses enfants, c'est une idée qui fait prospérer une communauté. Donc, vous allez constater que Mme Amida et les autres n'ont pas été retenus dans cette cause. Et par conséquent, le premier juge ne pouvait en aucun cas imaginer confisquer le bien de ces derniers. Et une dernière condition, l'objet doit être le produit de l'infraction. Nulle part ça a été démontré, nulle part le premier juge a eu à motiver quant à ça pour faire les liens entre les propriétés de nos clients, Mme Chatir et les autres, et la commission de l'infraction par le prévenu. Soit-il son mari, soit-il beau-père, soit-il cousin. On n'a pas démontré cela. Sinon, on aurait dû saisir le compte des biens, le compte de tous ceux qui sont dans la famille Kamel. Aller à Bukavu, aller à Olungu, saisir tout. Mais Monsieur le Président, vous allez comprendre que cela n'a été motivé que dans les soucis de nuire à l'image de nos clients, en commençant par le prévenu Vital Kamere, sa femme, ses enfants et tout son entourage. Et voilà que cette mauvaise application, cette mauvaise compréhension de l'article 14 va amener le premier juge à aller violer des autres dispositions sacro-saintes, à savoir l'article 17 et l'article 34 de la loi suprême de notre pays. Et quant à ces 2 moyens, je me remets la parole à M. Pouloussi pour les faire développer par d'autres confrères. Monsieur le... je vais rapidement dire un mot sur
et ces cas ici à des consorts. Il a été dit il y a quelques mois que des personnes condamnées au premier degré qui ne faisaient pas partie du procès ne peuvent pas interjecter appel. Cette injustice a été réparée par la Cour de cassation. Oui, merci, Monsieur le Président. J'ai dit que cette injustice a été réparée par la Cour de cassation, c'est que il y a une abondante jurisprudence qui désormais donne la possibilité à toute personne condamnée injustement en matière pénale de pouvoir interjecter appel s'il ne faisait pas partie de ce procès. Puisque en matière pénale, la tierce opposition étant presque impossible, la Cour de cassation, via une abondante jurisprudence, a donné la possibilité à toute partie, lésée par un jugement, de pouvoir interjeter appel, même si elle n'y était pas physiquement. Alors, c'est une précision de détail qu'on va développer pendant la plaidoirie pour vous démontrer du préjudice subi par nos clients. Nous avons dit qu'on était un collectif. Avec votre autorisation, on va demander à... Salir son image en traînant sa famille, son épouse, ses enfants, et c'est ça le motif de la condamnation. Votre honneur, contenu dans le jugement rendu par le premier juge, attaqué à ce jour. Monsieur le Président, justement, vous êtes saisi pour corriger ces erreurs, parce que, comme on a dit, une vérité mensongère contenue dans un écrit, dans un écrit plutôt, rendu authentique, peut être corrigée. Et vous allez corriger ces erreurs. Deuxième grief, ou troisième, mais deuxième présenté par nous, le deuxième grief est relatif à l'article 34 de la Constitution. L'article propriété privée et sacrée des biens qui appartiennent à autrui. Je vais donner l'économie de cette disposition, Monsieur le Président, parce que ça nous donne la vitesse de comprendre comment les premiers juges avaient de l'acharnement, où il était derrière quelle course, Monsieur le Président, parce que la suite a démontré beaucoup de choses. Mais du moins, l'article 34, votre honneur, est libellé comme suit: la propriété privée est sacrée. L'État garantit les droits de la propriété individuelle ou collective. Le Président, j'ai été content quand j'ai entendu le ministère public prendre la parole pour dire que ces jugements avaient été acclamés par tout le monde. Monsieur le Président, à la page 61 de l'œuvre du premier juge, le premier juge est allé dans des imaginations. Si pour les uns, par le fait d'être... Nous disons ceci, Monsieur le Président, si pour les appelants Amida, Shangaloum et les autres étaient appelés comme renseignants, si le premier juge avait fait le mécanisme unique pour les transformer en condamnés, et je peux même dire que c'était un mécanisme prophétique. Mais en ce qui concerne Mouyoutou, Monsieur le Président, ce monsieur n'a jamais été même appelé, même comme témoin, comme renseignant. Je me souviens encore quand on a posé la question à notre cliente, Madame Amida, de savoir, le juge a posé la question seulement de savoir, Madame, connaissez-vous un certain Mouyoutou? Madame Amida dira, je ne connais pas ce monsieur. Monsieur le Président, nous nous posons la question, sur base de quelle disposition légale que monsieur le premier juge s'est permis
de saisir un bien immobilier. Les confrères venaient de donner la disposition en ce qui concerne un bien privé. Monsieur le Président, la chance vous est donnée. La chance est donnée à la science de corriger. Heureusement, nous sommes à la cour. Parce que les choses s'étaient faites sur base de la clameur publique, comme l'a soutenu le ministère public. Et là, nous sommes devant les hauts magistrats. L'occasion est donnée de corriger ces erreurs. Monsieur le Président, c'est vrai, on pouvait s'acharner contre la famille Kamere s'il y avait des indices. Ici, les biens, je peux citer un bien en ce qui concerne Madame Amida. Un bien obtenu en 2013, Monsieur le Président, par honnêteté scientifique. On ne pouvait pas saisir ce bien. En 2013, Madame Amida n'était même pas proche de M. Vital Kamere. C'est par quel mécanisme, si on voulait à tout prix nuire à Madame Amida? Nous disons tout simplement, comme a dit les autres, c'est un assemblage des intentions. Or, en droit pénal, les droits pénals est de stricte interprétation. On ne pouvait pas faire des insignations. Comme il est proche de tel, nous supposons que ça n'existe pas en droit pénal, Monsieur le Président. L'occasion vous est donnée de corriger tous ces griefs. Le droit privé est sacré. C'est le juge, en conformité de la loi pénale, le confrère l'a dit, si les conditions sont réunies. Ici, le premier juge n'a respecté aucune condition pour priver les dirigeants de leur bien. Nous allons revenir au moment de l'instruction pour démontrer combien ce jugement n'est que l'assemblage des intentions. Nous allons. La partie civile a une préoccupation par rapport à la partie civile. Merci, monsieur. Monsieur le Premier Président, puisque vous êtes un tribunal, la Cour c'est un tribunal, vous êtes censé respecter la loi. Et la subtilité du droit processuel ou procédural, seul est l'apanage des avocats. Et les avocats ont pour Bible la loi. Je vous invite à lire l'acte de signification de l'arrêt dont on fait allusion. L'arrêt de la Cour de cassation à son 3e feuillet. Et je commence par le tout dernier pour répondre le groupe de derniers avocats des partis Changalume, Chatur, Amida, Mouyutu, Souraya et consorts. La Cour de cassation a répondu quant à ça. La Cour de cassation a répondu. Qu'est-ce que la Cour a dit? Je suis au 3e feuillet. Le ministère public entendit, reçoit mais dit sans objet les demandes de mise en liberté provisoire introduites par le prévenu Sami Jamal et Moui Mandolé pour les motifs évoqués soupra. Reçoit mais dit non fondé les requêtes en réouverture des débats des présentes causes et le rejette. Reçoit et dit non fondé les moyens d'irrécevabilité tirés de la violation de l'article 96 du Code des procédures pénales. Par conséquent, déclare irrécevable les appels sous RPA 13029 patati jusqu'à la fin interjetés par Madame Amida Chatur Kamere, Demoiselle Souraya, Daïda, M. Changalume Kingi et Mouyutu Namwisi. Vous voulez qu'on en discute encore? La Cour a tranché. Et que dit l'article 96? Si je peux avoir la loi. L'article 96 dit ceci. La faculté d'interjeter appel appartient 1 au prévenu. S'il y a des prévenus, c'est M. Kamere, M. Moui Mandole et M. Jamal. 2. À la personne déclarée civilement responsable. 3. À la partie civile ou aux personnes auxquelles des dommages et intérêts ont été alloués d'office quant à leurs intérêts civils seulement. 4. Au ministère public.
Soit qui commettent des infractions, on va les juger. Monsieur le Premier Président, je n'ai pas fini, Monsieur le Premier Président, pour dire les partis dont je venais d'évoquer ici n'ont pas droit. Qui peut interjeter appel? Ils n'ont pas été partis au premier degré. C'est par quel miracle ils tombent comme le chevet dans la soupe dans cette affaire? Par élégance, il aurait dit même vider. Et que donc, les partis dont je venais de citer ne peuvent pas, en aucun cas, vous pouvez recevoir leurs appels au moment où la Cour de cassation a déjà tranché. Je laisse donc partie à certains confrères de me compléter. Dans la relation des motifs d'appel, nous sommes au degré d'appel et le débat doit tourner sur des questions de droit et non sur des sentiments que nous avons les uns vis-à-vis des autres. En ce qui concerne l'absence de motivation, tantôt, ils vous disent qu'on n'a pas donné le degré de participation, tantôt qu'ils réagissent pour dire que le juge n'a pas bien motivé. Donc, ils ont en même temps compris et ils n'ont pas compris les raisons pour lesquelles ils étaient traduits devant le premier juge. Monsieur le Premier Président, en ce qui concerne la motivation des jugements, voici ce que Antoine Rubens, parce qu'en cette matière, de nous tous qui sommes à la barre, il n'y a personne qui peut approcher l'autorité de Rubens. Et voici ce que Rubens a dit dans son ouvrage « Instruction criminelle et la procédure pénale », tome 3, je suis à la page 214. En ce qui concerne la motivation des décisions, voici ce que Rubens dit. Le tribunal doit d'abord justifier s'il tient pour établi ou non les faits dont il est saisi, ainsi que les circonstances aggravantes légales qui accompagnent ces faits. Il pourra le faire sommairement par l'indication des données de l'instruction à l'audience ou des éléments du dossier de l'instruction préparatoire. Voici ce que Rubens dit. Le tribunal peut le faire sommairement par l'indication des données. Monsieur le Président, je peux révéler une chose à la partie adverse. Si les juges que vous êtes pouvaient tout écrire en ce qui concerne la motivation, on aurait des décisions, même les législateurs. S'ils pouvaient tout écrire, on pouvait avoir des jugements, on pouvait avoir des jugements avec 1000 papiers, 1000 feuillets, j'allais dire. C'est comme ça que Rubens dit que le juge, lorsqu'il motive la décision, il doit donner de manière sommaire, sommairement, l'indication des données de l'instruction à l'audience. Et tout le débat a tourné sur l'instruction à l'audience. Et même lorsqu'ils critiquent l'œuvre du premier juge, ils évoquent là où les juges parlent de la manière dont l'instruction s'est déroulée. Et même, les juges évoquent l'instruction en ce qui est préparatoire telle que effectuée par l'organe de la loi. Donc, je n'ai pas entendu, il n'y a pas une absence de motivation. Il voulait seulement que les juges motivent comme ils le souhaitent. C'est ça. Ce n'est pas ça l'absence de motivation. L'absence de motivation, ce n'est pas le fait de ne pas être suivi par les juges. Mais c'est ce que le juge dit. Il motive sa décision en se basant sur les éléments de l'instruction à l'audience ainsi que sur les éléments de l'instruction préparatoire. Monsieur le Premier Président, en ce qui concerne l'imprécision sur la violation de droit, sur la violation de droit de la défense, à quelle époque, à quel moment on doit vérifier si le juge
respectent scrupuleusement les droits qui sont garantis à la défense. Ils vous disent, on attaque le motif d'appel. Mais ils disent que les juges, dans la décision, ne donnent pas la possibilité aux prévenus de se défendre. Les juges, est-ce que c'est à ce moment-là que nous devons apprécier les droits qui sont accordés à la défense? Les droits qui sont accordés à la défense, c'est au moment de l'instruction. Est-ce qu'au moment de l'instruction, le prévenu n'a pas eu droit à la parole? Est-ce qu'au moment de l'instruction, le prévenu n'a pas été défendu par le conseil de son choix? Est-ce qu'au moment de l'instruction, on n'a pas opposé au prévenu des éléments du dossier? C'est comme ça qu'on vérifie si les droits de la défense ont été scrupuleusement respectés. Mais vous dites au juge, oh non, parce qu'il m'a condamné, il me prive de mes droits de la défense. Donc voilà comment je vous dis que dans tout ce qui a été, il y a eu beaucoup de passion, mais un peu quand même des éléments de droit. Et je suis en train de faire des efforts pour trouver ces éléments-là et répliquer. Donc, vous allez constater aussi que ce motif ne tient pas la route. En ce qui concerne les défauts de preuves pour les détournements, j'ai suivi mon ami, le confrère Aimé Mourou Kabalezi, avec qui nous avons partagé de moments importants à l'université. Il vous dit qu'il y avait une imprécision, parce que dans la manière de la rédaction de la citation à prévenir, le ministère public dit que les faits se seraient commis entre mars 2019 et janvier 2020. Et donc pour eux, il y a de l'imprécision. C'est-à-dire que dans l'esprit du ministère public, de mars 2019 jusqu'à janvier 2020, tous les jours, les prévenus ne faisaient que commettre les détournements. Non. Quel est l'intérêt de la date? L'intérêt de la date, c'est pour permettre aux juges de vérifier si les faits pour lesquels le prévenu est poursuivi sont prescrits. C'est comme ça que les juges, le ministère public dit que ces faits se seraient commis de la période allant de mars 2019 à janvier 2020. Il revient au prévenu de vérifier, est-ce que dans cette fourchette, les faits pour lesquels je suis poursuivi sont déjà prescrits? C'est ça l'intérêt de la date. C'est ça l'intérêt de la date, c'est pour vérifier la prescription. Donc pour cette raison, il n'y a aucune imprécision. En ce qui concerne le... Je pourrais peut-être dire un mot pour les... Mais il y a eu vraiment toute une confusion lorsque le prévenu Jamal présente les motifs d'appel. Nous pensions que c'était déjà la plaidoirie au fond. Qu'est-ce qu'il reproche à l'œuvre du premier juge? Aucun motif. Comment peut-il dire qu'il a été considéré comme fonctionnaire de l'État, comme agent public, alors que lui est gérant de la société Samibo? Monsieur le Président, vous me voyez en train de perdre mon temps pour rappeler ce qui est élémentaire. Vous ne connaissez pas que lorsque vous êtes détenteur des fonds publics, vous êtes considéré comme agent public. C'était un long débat. On ne va pas revenir sur ça. Vous n'allez pas nous dire, non, moi je suis gérant de la société Samibo. Vous êtes gérant de la société Samibo. Les constructions que vous devriez faire, c'est les constructions avec l'argent de la société. Et même lorsqu'on donne l'intitulé, parce que je ne vais pas lire la loi, le tribunal, la cour connaît le droit, mais l'intitulé de l'article sur le détournement, c'est très clair. Et en ce qui concerne je vais peut-être m'arrêter par là, en ce qui concerne la recevabilité de l'action civile, de la partie de la RDC, on dit que la Cour, le tribunal n'aurait dû pas recevoir l'action civile de la République démocratique du Congo au motif que les fonds gérés seraient les fonds d'une société privée. Et que la République, donc, c'est une contradiction manifeste avec même ce qu'ils évoquent
dans tous leurs motifs d'appel. Comment vous pouvez dire que la RDC n'a pas intérêt? Comment vous pouvez dire que la RDC n'a pas intérêt? Et on vous dit que, d'ailleurs, en ce qui concerne le processus, est-ce que pour... vous pensez que dans une société privée, pour sortir les fonds, vous allez suivre le processus que M. Jamal a suivi. Vous allez vous retrouver à la direction de marché public pour engager une dépense dans la société Samibo, qui est une société privée. C'est la démarche que vous suivez. Même déjà en ce qui concerne la démarche, ça prouve à suffisance que ces fonds-là sont les fonds de l'État et la République qui est préjudiciée a donc qualité de se constituer partie civile. C'est dans cette optique que, ayant constaté que les infractions étaient totalement établies et que ces infractions-là étaient commises au préjudice de la République démocratique du Congo, c'est comme ça que le tribunal a fait l'œuvre utile en allouant des dommages et intérêts à la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, si la partie prévenue nous suit, ça sera une bonne chose, parce que la manière dont on est en train de répartir la parole là, c'est très compliqué et ça nous évite souvent de capter ce qui est essentiel. On a l'impression que les pasteurs donnent la parole aux fidèles et ça nous perd. S'ils peuvent être concis, parce que nous on n'a pas pris 5 minutes, nous avons répondu à tous les moyens de droit et évitez nous aussi toutes ces questions sentimentales. Hein? Non, faisons le droit, parce que nous on ne va pas entrer dans ces schémas-là. Monsieur le Président, en définitive, vous allez dire... Je pense que les confrères... Nous avons la parole. Non, s'il y a certains de mes propos, qui ont choqué les distingués confrères pour qui j'ai beaucoup de respect, et ils le savent très bien, que je respecte, je suis parmi les garçons qui respectent les confrères. Ils le savent très bien. S'il y a certains de mes propos qui les ont choqués, qu'ils peuvent bien m'en excuser. Nous avons dit. Monsieur le Président. Conscient de la prétendue partie civile de la République démocratique du Congo, je pense que son intervention n'est que pure distraction, Monsieur le Premier Président. À ce stade de la procédure, à développer, soit à présenter les griefs retenus contre l'œuvre du premier juge. À ce que je sache, Monsieur le Premier Président, la République n'est pas en appel. Et donc, à ce stade de procédure, elle devait avoir plus une attitude d'observateur, au lieu de venir venir un peu retarder l'issue de ce procès, Monsieur le Président. Nous avons intérêt à vider cette affaire, Monsieur le Président, pour que nos clients soient rétablis dans leurs droits. Et la République, apparemment, est venue nous empêcher d'atteindre notre objectif. Votre cours est très avisé par rapport à cela, Monsieur le Président. De prime abord, le premier confrère qui a intervenu pour la République fait allusion à un arrêt de la Cour de cassation, qui n'est pas une pièce versée au dossier, à ce que je sache. Les règles prétoriennes, même déontologiques, voudraient à ce qu'il puisse soumettre au débat cette pièce, qu'on sache c'est de quel arrêt dont il fait allusion, pour qu'au moment opportun, nous puissions en débattre. Nous ne sommes pas encore à la plaidoirie, qu'il garde le mal en patience. Nous allons prouver la recevabilité de l'appel de nos clients, Madame Chatur et les autres, bien qu'ils n'ont pas été partis au premier degré. C'est au moment de la plaidoirie, Monsieur le Premier Président. À ce stade ici, toutes les parties en présence ont eu à vider les griefs retenus au premier jugement. Nous attendions à ce que la Cour nous invite ou bien procède à l'instruction de cette cause par rapport à l'effet dévolutif de l'appel, Monsieur le Président. Tantum devolutum quantum appellatum, Monsieur le Président. Et l'instruction tournera par rapport au grief, puisque la pièce principale ici, c'est l'œuvre du premier juge. Et au moment de la plaidoirie, nous allons débattre de manière loyale avec la République et avec le ministère public, Monsieur le Président. Qu'on ne nous distrait pas, que la Cour procède à l'instruction, Monsieur le Président, et nous sommes vraiment soucieux de rétablir, que votre Cour puisse rétablir les clients dans leurs droits, Monsieur le Président. Nous avons dit. C'est vrai que tout à l'heure, on a présenté des excuses, mais nous voudrions avoir de l'assurance qu'ils ne se répètent pas. C'est un procès qui est suivi. On va éviter les impertinences. Je crois que ça va rassurer tout le monde. S'agissant de la réaction de la République, nos griefs sont demeurés invincibles. Nous avons indiqué des paragraphes, des feuillets qui portent le mal jugé. Et on ne nous a pas rencontrés par rapport à cela. On est resté générique, on a fait le péchi-pécha en donnant des leçons, mais on n'a pas mis le doigt sur le fait. Donc nous disons que le grief articulé
par nos clients sont-elles une forteresse inexpugnable? Et je pense que l'heure est venue pour que nous puissions passer à l'instruction. Nous revenons dans 5 minutes. L'audience est suspendue. Ma mission TV, le miroir du monde.